entendez bien. Parce qu'à côté, il y a du DAC B. Donc, il faut qu'on nous entende plus que eux. Ça va? Ça marche aussi ça? Je te propose, Richard, de parler sur ce micro. Parlez un peu. Test. Écoutez, je crois qu'on va commencer. On attend juste que Jonathan prenne place. C'est bon, on attend. Les barres sont comme il faut. Alors, merci à tous et à toutes. Peut-être que ceux qui sont au fond, vous pouvez peut-être, regardez, il y a un peu de place, c'est un peu moins dense ici, donc vous pouvez translater comme ça. Et en plus, il fait moins chaud là que là. Voilà. Et il y a quelques places assises par terre. Pour ceux qui n'ont pas peur des postillons, n'hésitez pas, voilà. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes à cette rencontre ô combien nécessaire dans le contexte génocidaire que nous connaissons. Merci bien sûr à BDS d'organiser ce débat, et elles sont nombreuses, et parfois nombreux, mais surtout nombreuses, à faire le travail depuis la nuit des temps pour que BDS France puisse vivre à la hauteur des ambitions et des enjeux. Et en vrai, comme on connaît l'essentiel de la situation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y revenir, il y aura un temps de questions-réponses ou d'analyse, donc vous aurez la parole évidemment. On vous propose de commencer d'emblée la discussion, l'échange avec nos invités pour mettre à l'ordre du jour la question des résistances, la question nécessairement de la construction d'une autre voie, faire entendre d'autres opinions que celles qu'on entend de manière mainstream dans les médias qu'on connaît trop bien, particulièrement en France. Et c'est pour ça, et c'est pas pour rien qu'on a invité des résistants et des résistantes de la première heure. Et dedans, évidemment, on met des figures intellectuelles qui déconstruisent l'histoire hégémonique en Israël. Et la présence d'Ilan Pappé, eh bien, c'est l'incarnation de cette figure et il mérite... Et il mérite en effet d'être chaleureusement accueilli parce que, comme il le dit lui-même, il n'a pas la cote obligatoirement en Israël, mais il a besoin de beaucoup de force et il la reçoit à l'étranger, en dehors d'Israël. Et il explique d'ailleurs que son livre, L'épuration ethnique, qu'il a écrit en anglais, précisément pour cela, comme s'il devait y avoir aujourd'hui, on y reviendrait, sont des résistances de l'extérieur. Nous avons le plaisir, l'honneur, tous les trucs qu'on dit, etc. Mais en vrai, c'est sincère, ça fait chaud au cœur, parce que c'est des combattants de la première heure, chacun de la buisson. Je vous présente donc Shona Belchekoun, qui est activiste, féministe, anticolonialiste, multirécidiviste, j'ajouterais parce que ça fait partie de la carte physique. Et qui est coordonnatrice de tous les comités nationaux BDS qui peuvent exister ici en Europe. On a avec nous le plaisir d'avoir Benjamin Fiorini en bout de table de la culture juridique, il dira quelques mots tout à l'heure. Il est par ailleurs lui-même pénaliste. Il a beaucoup bossé le droit pénal international et l'aide plutôt ici à tête fortement dans cette période. Il nous dira quelques mots pour se présenter aussi. Et puis nous avons avec nous le plaisir d'accueillir aussi Jonathan Ruff,
Ruslan, qui est membre de CEDEC, une structure qui existe il y a très peu de temps finalement à l'échelle de notre histoire, mais dont tout le monde a entendu parler tant leur activisme est extrêmement important. Et je vous propose, si vous voulez bien, que dans un premier temps, les trois personnes sur ma gauche prennent 3 minutes pour se présenter leur structure. On reviendra vers eux ensuite pour qu'ils développent évidemment leurs idées, leurs stratégies, leurs tactiques de résistance. Et on commencera après ces 3 minutes de présentation par notre frère, notre ami, notre camarade, Ilan Pappé, qui développera évidemment l'ensemble de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit depuis quelques années maintenant, sans être fatigué pour autant. Je donne la parole tout de suite sans plus tarder à cela. Si tu veux bien prendre 3 minutes pour te présenter et présenter surtout le BNC. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Non? Est-ce que ça va mieux avec celui-là? Oui ou non? Si? Ok. Alors je vais m'y mettre et je vais parler un peu plus fort parce que de toute façon j'ai l'habitude de crier en manif, donc ça ira. Donc mon nom est Fiona Benchekroun, je suis la coordinatrice européenne pour le comité national palestinien au PDS. Et donc je vais essayer de prendre 2-3 minutes. Je vais essayer de prendre 2-3 minutes pour présenter ce qu'est le mouvement BDS. Et franchement, pour être honnête, ça va être un peu dur, mais je vais faire de mon mieux. Alors le mouvement BDS, il est né d'un appel palestinien qui a été lancé en 2005 par une large majorité de la société civile palestinienne. Donc on compte les partis politiques, les syndicats, les comités de résistance populaire, les comités de santé, d'agriculteurs, de femmes, qui représentent les 3 composantes principales de la société palestinienne. Les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent sous occupation, en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est et à Gaza. Les Palestiniens qui vivent dans ce qu'on appelle les territoires de 48, aujourd'hui Israël. Et enfin, les Palestiniens, dans sa grande majorité de la population palestinienne, les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent en exil, notamment ici en France. Et donc, en fait, cet appel au BDS, boycott des investissements, sanctions, il se regroupe autour de 2 points principaux qui font le consensus au sein de la société civile palestinienne. C'est vraiment un point d'unité, de base, qui regroupe tous les Palestiniens et Palestiniennes. Et je pense pour ceux et celles qui sont palestiniens, palestiniennes ou qui en connaissent, on est bien d'accord que quand on en met 2 ou 3 dans une même pièce, on a 45 positions politiques différentes. Et bien ce point d'unité du BDS, il est regroupé et il représente ce que la société palestinienne considère comme important. Et donc principalement, c'est la réalisation des 3 composantes minimales pour la réalisation du droit d'autodétermination du peuple palestinien, c'est-à-dire 1, la fin de l'occupation militaire et le démantèlement du mur, 2, le démantèlement du système d'apartheid, et 3, le droit au retour. Et ça, c'est le droit le plus important pour les Palestiniens, le droit au retour pour les réfugiés et réfugiées palestiniennes qui ont fui en 48 et tout au long des décennies qui ont suivi et qui ont le droit, selon ce qui est stipulé par les Nations Unies, de retourner à leur propriété et leur terre. Et le deuxième point important, qui a un consensus, c'est la fin de la complicité. On sait que c'est un composant important du mouvement BDS, la fin de la complicité. Et c'est une obligation qui n'est pas seulement éthique, elle est aussi légale pour les Palestiniens. Et donc, ce qui est très clair, c'est que les Palestiniens ne demandent pas la charité. Les Palestiniens n'ont pas besoin de la charité des Occidentaux et de peu importe qui à travers le monde. Les Palestiniens demandent le minimum qui est ce qu'on dit en anglais le do not harm. Ne blessez pas notre lutte de libération nationale. Et donc ne blessez pas notre lutte de libération nationale, ça veut dire concrètement cessez votre complicité. Votre complicité, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit militaire, économique, politique, culturelle, académique. Et donc ça c'est le corps vraiment du mouvement BDS. Et donc le mouvement BDS se traduit par des stratégies et se base sur ce qu'on appelle et qu'on aime appeler le radicalisme stratégique, qui vise 3 aspects: le boycott académique, culturel, sportif, économique de toutes les entreprises qui sont complices avec les violations des droits humains, le désinvestissement, des investissements de la part d'entreprises, de la part de fonds de pension, de la part de syndicats, de la part de conseils municipaux ou de mairies, comme on dit en France, d'entreprises ou de l'État d'Israël. Donc le désinvestissement il est devenu très connu, notamment au niveau mainstream récemment grâce au incroyable mouvement estudiantin qui est notamment né aux États-Unis à Columbia et qui demandait vraiment de ces universités de se désinvestir d'entreprises
que ce soit dans le génocide ou dans 76 années de colonialisme. Et enfin, le S, les sanctions militaires, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques. Et donc ça, c'est vraiment les stratégies autour duquel le mouvement BDS s'organise. Et j'aurai l'occasion, dans un second temps, de revenir sur les impacts de ce mouvement cette dernière année, alors que le peuple palestinien connaît un génocide en cours contre 2,3 millions de Palestiniens et Palestiniennes à Gaza, et 76 années de colonialisme, de peuplement, d'apartheid et d'occupation militaire. Merci beaucoup. Merci Thomas, on va développer là-dessus cette fois-là tout à l'heure. Benjamin, si tu nous dis 2-3 mots de Tzedek en quelques minutes, ce serait super. Jonathan, mais c'est pas grave. Pardon. Jonathan. Alors, nous, pour faire simple, comme tu l'as dit, Omar, bon, déjà je vais me présenter, je m'appelle Jonathan, je suis le cofondateur de Tzedek. À la base, je suis un militant antiraciste et anticolonialiste depuis maintenant très longtemps, parce que j'ai commencé à militer sur ces sujets-là, sur les sujets de violence policière et d'impérialisme au lycée. Nous, Tzedek, en gros, on est un collectif juif anticolonialiste et antiraciste qui est né il y a un petit peu plus d'un an. Ça fait réellement plus d'un an qu'on est actif. On a commencé à faire des réunions où on a dépassé les 10 personnes, si j'ose dire. Aujourd'hui, on est plus de 200. On a été complètement dépassé par le nombre de sollicitations d'ordre médiatique, mais aussi du nombre de personnes pour nous rejoindre après le 7 octobre. Et on a plusieurs axes sur lesquels on a envie de développer des projets et de militer. Tzedek, l'idée avant tout, ça veut dire justice en hébreu, c'est de porter une autre voix juive antiraciste et d'analyse du racisme par son aspect structurel. Alors on va parler de l'antisémitisme, on va parler de la question palestinienne et du sionisme, puisque ce sont des choses qui nous concernent directement en tant que juifs. Et c'est pas pour autant qu'on va faire abstraction des autres racismes et qu'on va pas non plus militer contre l'islamophobie, contre la négrophobie, contre l'antiziganisme, ou apporter notre solidarité par exemple aux populations d'outre-mer, notamment les Kanas qui subissent une oppression terrible en ce moment. Si la question palestinienne est centrale et est une boussole dans nos judéités, c'est aussi parce qu'en fait on essaie de se réapproprier une mémoire juive, révolutionnaire, résistante et un projet d'émancipation qui a développé des projets d'émancipation et qui malheureusement aujourd'hui a été un peu passé sous silence. Alors on peut par exemple citer quelques-unes de nos références. Une des plus connues, c'est le Bunds, qui était un mouvement communiste juif et antisioniste au début du XXe siècle, mais il y en a d'autres. Il y a des auteurs comme Abraham Sarfati, comme Ilan Halevi. Il y a des organisations comme la Fédération ouvrière de Thessalonique qui était majoritairement composée de juifs et juifs. Ça peut être aussi des juifs anarchistes qui ont été très actifs dans le mouvement social en Angleterre et qui ont contribué à terrasser le fascisme littéralement dans la rue. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce sont des parties de notre histoire qu'on ne connaît pas, en tout cas pas assez. D'ailleurs, il y a des ouvrages que vous pouvez retrouver au stand de l'UJFP et de Tzedek qui sont essentiels. Et du coup, c'est de faire de la mémoire un sens historique. C'est-à-dire que un devoir de mémoire est juste une approche morale. Personnellement, ça nous intéresse pas trop, mais j'y reviendrai plus précisément. Après, on s'active aussi sur d'autres projets, notamment la culture. On a un ciné-club qui a à peu près un an, mais où il y a déjà eu de nombreuses séances qui généralement font ça le comble. On a organisé des concerts notamment avec nos amis de l'action antifasciste et d'autres événements. Et en fait, on va essayer aussi, à moyen terme, de développer cet aspect-là, parce qu'on a beaucoup d'artistes chez nous, on a des écrivains, des auteurs, des autrices, etc. Et pardon, je crois qu'ils ont un micro plus puissant derrière. Et donc Tzedek, en fait, c'est le porteur d'une judéité émancipatrice sur tous les aspects, et sur tous les biais, en travaillant aussi avec d'autres organisations antiracistes, comme nous le faisons aujourd'hui avec BDS et avec tout un tas d'autres organes. Voilà. Merci Jonathan, on y reviendra. Alors, la parole à Benjamin, tu dis quelques mots, pareil, 3 minutes, pour pas frustrer, puis on revient tout de suite après. Merci beaucoup.
Alors moi, je suis Benjamin Fiorini. C'est bon, plus fort. Comme ça. Alors, c'est bon, ça va mieux comme ça. Donc, Benjamin Fiorini. Comme ça. Ok. Donc Benjamin Fiorini, toujours. Donc je suis maître de conférence en droit pénal à l'Université Paris 8 et je suis membre fondateur et secrétaire national d'une association qui vient de se créer qui s'appelle Jurdi pour juristes pour le respect du droit international dans le cadre précis du contexte israélo-palestinien. Alors pourquoi on a créé cette association? On l'a créée pour diverses raisons qui ont déjà été partiellement abordées. La première, c'est que le droit international, comme vous en doutez, n'est absolument pas respecté par le gouvernement israélien, ni par certains États, dont la France, qui ne respectent absolument pas les conventions internationales auxquelles elles sont liées et qui devraient les inciter à rompre certains liens avec Israël et à prendre quelques actions pour empêcher le génocide qui est en cours de commission. On l'a créé aussi parce que la présentation du droit international telle qu'elle est faite dans les médias dominants n'est absolument pas le reflet de ce qu'il est réellement. Dans les chaînes d'actualité mainstream ou sur les radios mainstream, on nous donne une version du droit qui n'est pas le droit tel que nous le connaissons, nous, les juristes spécialistes de droit international. La notion de génocide est mal présentée, la notion d'apartheid n'est jamais discutée, la notion de légitime défense qu'on a beaucoup entendu pour justifier les actions d'Israël est présentée de manière abominable. Bref, c'est une indécence crasse. Et l'un des objectifs de notre association, c'est essayer de donner des clés de connaissance du droit international pour que justement il soit davantage respecté. La deuxième idée de notre association, c'est d'interpeller les pouvoirs publics pour que justement, pour qu'ils respectent davantage le droit international, à commencer par l'État français ou certaines entreprises françaises. Et la troisième motivation de notre association, c'est justement soit nous-mêmes d'enclencher des actions juridiques au niveau national ou international pour faire respecter justement ces différents engagements, et c'est d'épauler d'autres actions qui seront menées que nous-mêmes ne pourrons pas engager, mais pour justement donner des arguments juridiques pour appuyer ces différentes actions. Et ce que je remarquerai pour terminer, c'est que cette crise, elle a permis justement ce rassemblement de plusieurs universitaires, de plusieurs magistrats, de plusieurs avocats dans cette lutte, et c'est très rare dans le milieu juridique d'avoir des événements. C'est au moins quelque chose qui nous donne une raison d'espérer. Alors, on va pousser un peu sur la voie puisque c'est compliqué à côté, mais ça va, on va s'entendre. Oui, on va y arriver, Alors, on va passer, on le disait collectivement, la parole à Ilan Papé. Moi, je suis très honoré, j'ai pas dit, mais je suis Omar, je suis militant de BDS aussi, je suis Argenteuil, etc. On a un certain nombre de militants et militantes BDS ici. Juste pour vous dire que, quelques mots de présentation d'Ilan Papé, il fait partie de cette vague qu'on appelle les nouveaux historiens. Alors nouveaux historiens parce que entre autres ils ont pu déchiffrer, défricher un certain nombre datas, notamment celles de 1948 qui pour partie ont pu être mises à jour. Et donc ils ont travaillé pour, d'un certain point de vue, faire un travail d'historien, mais un travail objectif. Tout travail est situé, on le sait bien, mais il se trouve que ce sont des historiens et des historiennes. Et c'est un travail objectif, j'ai envie de dire scientifique, extrêmement rigoureux. Et c'est ce travail-là qui a amené Ilan Papé à déconstruire le narratif israélien, le narratif sioniste, le narratif colonialiste, le narratif raciste. Et il se trouve, Ilan Papé le sait bien, nous vivons en France, dans le pays du soutien inconditionnel, paraît-il, à l'État d'Israël, selon ceux et celles qui nous gouvernent. Et évidemment, on a un certain nombre à ne pas partager cela, mais on a besoin. Ça fait partie de la résistance, à côté évidemment de la première forme de résistance qu'on doit souligner, répéter, c'est celle des Palestiniens et des Palestiniennes eux-mêmes depuis plus de 75 ans. Ça, c'est pas négociable, c'est pas discutable. Mais on a besoin aussi de rappeler d'autres narratifs, pas d'autres, le narratif nécessairement anticolonialiste, antiraciste, antisioniste. Et c'est ce que fait Ilan Papé depuis la nuit des temps, et franchement ce n'est pas simple. Alors, il va faire ce que beaucoup ne font pas, particulièrement parmi ceux et celles qui nous dirigent. Il va rappeler ce qu'on appelle le contexte historique, c'est-à-dire que le 7 octobre n'est pas apparu de rien. Même le secrétaire général de l'ONU a osé dire, vous vous rendez compte, que cela n'apparaît pas dans le vide, et il s'est fait taper dessus évidemment par le gouvernement israélien, mais pas que, avec des menaces de destitution qu'on connaît trop bien. Eh bien nous on affirme que l'histoire
elle ne se négocie pas non plus. On a besoin de rappeler des réalités extrêmement importantes, notamment de ce qui a été la bande de Gaza historiquement, c'est-à-dire une bande créée par l'État d'Israël pour mettre en 1948, à la fin du processus, les Palestiniens et les Palestiniennes qui ont été chassés de leurs terres. Tout ça, Hélène Papé le précise, le relève très bien dans l'un de ses ouvrages, qui est l'épuration ethnique. Donc, Hélène Papé, si tu veux bien, merci à Richard pour la traduction, parce que il va répondre en anglais, mais Richard va traduire en français. Vous connaissez tous Richard de l'UJFP. Il est aussi de toutes les batailles, et pas seulement dans le cadre des traductions. Donc, Hélène Papé peut tout nous rappeler quelques fondamentaux concernant justement l'histoire de ce colonialisme jusqu'à ce génocide aujourd'hui. Hello, hello. Okay, now it works. Now it works. Go ahead. Now it works? No? This one doesn't work. Okay. Oh, that's better. Okay. Thank you for... okay, okay. Yeah, thank you. Okay. Richard, c'est pour sa caméra. C'est pour sa caméra. C'est toi qui le tiens, lui, il fait ta compte. Ok, you can speak. Je le tiens là, mais je traduis après. Tu le mets là. Anyone has another mic? No? Okay. One, two is enough. Okay. Thank you so much for having me here. I think any one of us who is here probably understands the meaning of solidarity. Solidarity means that we don't tell the Palestinian people what they should do, how they should strategize, what should be their policies. Anyone who knows the history of the Palestinian resistance movement know that they have tried everything. They tried non-violence resistance, armed resistance, BDS, everything, and they are successful because they are still here, they're still there in Palestine, and they haven't not as yet liberated Palestine. Merci. Je vous remercie de l'invitation. Tout le monde dans cette salle, je pense, ont le sens du mot de solidarité. Parce que il ne s'agit pas de dire aux Palestiniens qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, quelle politique ils doivent mener. L'histoire nous a montré que les Palestiniens ont tout essayé. Ils ont essayé la non-violence, ils ont essayé la lutte armée, ils ont essayé la campagne BDS et ils ont réussi. Ils ont réussi dans la mesure où ils sont encore là. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec et il faut continuer. Okay, thank you. But today, I think we all realize after the last year that Palestine needs us more than any time before. As a historian, I don't remember such a period in the history of modern Palestine. This is worse than the Nakba of 1948, and it's not yet the worst of what is going to happen. So we need to come out from here feeling that we are doing great job, great work, but definitely we must do much more if the genocide continues and it moves into the West Bank, and that Israel, or the current Israel, believes it has an historical opportunity to wipe out Palestine and the Palestinians. On sait depuis un an maintenant que les Palestiniens ont besoin de nous plus que jamais. Dans l'histoire contemporaine de la Palestine, cette période est unique. C'est pire que ce qui est arrivé en 1948. On fait du bon travail dans le mouvement de solidarité, mais il faut encore faire davantage. Surtout si ce génocide qui a commencé à Gaza s'éteint jusqu'à la Cisjordanie. Donc, Israël
dans l'opportunité matérielle à l'heure actuelle d'écraser et d'éliminer la population palestinienne. This means that we have to insist here in France on the language that we are using, talking about genocide, talking about decolonization, talking about Zionism as racism, not to talk about peace, not to talk about two states, but to talk of the liberation of Palestine, complete and immediate. Ici en France, vous avez compris. Very good, you have a good level of English. Donc, ici en France, alors, attention au... alors, oui, au langage qu'on utilise, il faut bien parler de génocide, il faut bien parler de décolonisation, il faut bien parler de sionisme, qui est une forme de racisme. Il ne faut plus parler de la paix ou de la solution des États. On va maintenant vers la libération de la Palestine en tant que telle. Israel of 2025 is led by people who believe that they have God behind them and want a global war, not just a regional war, because they think that this would be the beginning of a new period of a greater Israel, very much like they think happened centuries ago during the time of the Bible. But that, En Israël maintenant, les gens pensent qu'ils ont Dieu avec eux. Ils pensent guerre. Ils pensent qu'ils sont engagés dans une guerre globale et pas seulement régionale. Ils pensent qu'ils sont en train de construire le grand Israël comme ils ont fait il y a des millénaires au temps de la Bible. This Israel needs the West like oxygen. Without the West, not only the United States, without France, without Germany, without Britain, without the United States, this Israel would not be able to fulfill its idea of destroying Palestine, erasing the Palestinians, and creating chaos in the Middle East as a whole. Israël dépend de l'Occident, et on est conscient de ça. Israël égale l'Occident en quelque sorte. Ça représente de l'oxygène pour lui. Sans la France, sans l'Allemagne, sans la Grande-Bretagne, sans les États-Unis, Israël ne sera pas capable de détruire la Palestine et d'effacer le peuple palestinien. Et Israël ne sera pas capable de créer la comme il est en train de faire maintenant. We should ask ourselves, how is it possible that millions, maybe even billions, of people in the world today demonstrate for Palestine, associate the struggle for Palestine with struggle for justice anywhere else in the world, social justice, ecological justice, economic justice? How come that this huge human movement is not able to change the politics of the governments that allow Israel to continue the genocide and planning the next stages in the genocide? Comment ça se fait que y a des millions, peut-être des milliards de personnes à travers le monde qui manifestent pour la Palestine et demandent la justice dans le monde au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique? Comment ça se fait que cette masse de manifestants
n'arrivent pas à changer la politique de leur gouvernement respectif qui a mené à cette situation génocidaire en Palestine. The only force that can make this human capital into a powerful tool for change is the left. But the left has to work together with other forces and not to be stuck in old ideas and old position towards tradition, towards religion. We need a renovated left, a renewed left that can take all this human capital and turn it into a powerful movement that would force the government that sell arms to Israel, that provide Israel with diplomatic immunity, to change their policies, even if they don't do it because they want, but because they have to, because otherwise they would not stay in power. La seule force qui est capable de transformer cette capitale humaine avec des résultats positifs, c'est la gauche. La gauche doit le faire ensemble avec d'autres forces. Il ne doit plus représenter une vieille schéma par rapport à la tradition, par rapport à la religion. Ça doit être une gauche renouvelée et innovative pour que cette capitale humaine puisse se transformer dans un mouvement puissant afin d'arrêter la livraison d'armes qui permettent ce génocide. But we have to believe that we can do it, because otherwise we won't be in a place like this. We are here once a year, I think for almost 100 years, because we believe that as people we have the power to change social policy, economic policy, foreign policy. Otherwise, why come here once a year if not for having this kind of belief in our power? And that belief has to translate, and I believe it will translate, into a powerful tool that would change the reality in Palestine. Because one thing is happening which has nothing to do with us, nothing to do with the BDS, and this is the collapse of the Zionist projects from within. It's not working. For whatever reason, it's not working, it is collapsing. We have a rare historical opportunity to have a global view that asks for the liberation of Palestine as the most important social, economic, political, moral issue of our times. Thank you. Je pense que nous sommes capables de le faire, sinon nous ne serions pas ici à la fête de l'humanité. Je pense que ça fait près de 5 ans qu'on célèbre la fête de l'humanité. Nous avons la capacité de transformer les politiques au niveau social, économique, la politique étrangère. Et nous croyons pouvoir le faire. Nous avons un outil aujourd'hui pour transformer la réalité en Palestine. Parce qu'aujourd'hui, le sionisme est en train de s'effondrer en Israël. Le projet sioniste, ça ne marche plus. Donc, nous avons... ça ne marche pas, tout simplement. Donc, nous avons une opportunité historique rare d'accompagner la libération de la Palestine au niveau social, politique et moral. Alors, évidemment, l'intitulé de cet échange, c'est autour des résistances, et on conjugue au pluriel. Et Ilan Pappé nous a, d'un certain point de vue, rappelé cette exigence de croire en nous parce que nous sommes du bon côté de l'histoire, comme disent certaines, du bon côté de la barrière. Je voudrais juste ici, puisqu'on parle de résistance, prendre 30 secondes pour parler
de la prééminence de cette question-là, notamment dans les quartiers populaires, que c'est vrai, parfois on voit trop peu dans certaines mobilisations, mais que l'on voit quand même. Je dis trop peu et que l'on voit quand même pour quelle raison? Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais sans doute le vivez-vous aussi, il y a une répression depuis plusieurs années, et surtout ces derniers mois, de Darmanin et consorts, et ça se traduit notamment par les derniers décrets qui sont sortis juste avant que Darmanin soit démissionnaire, qui fait que si par exemple une personne qui a un titre de séjour, ou qui demande un titre de séjour, et qui se retrouve à un rassemblement non autorisé par exemple, eh bien il peut se voir du jour au lendemain retirer son titre de séjour, suivi d'une obligation à quitter le territoire, ce qu'on appelle communément une OQTF. Je dis ça parce que ce sont toutes ces pressions-là qui existent sur les habitants et les habitantes des quartiers, mais aussi sur ceux et celles qui fréquentent les mosquées. Je le dis avec plus de vigueur encore. Il y a actuellement un monsieur, mais il ne représente que lui-même, et au-delà de lui-même, beaucoup d'autres. Abdourahmane Redouane, qui est actuellement au centre de rétention administratif au Mesnil-Amelot, qui est un combattant de la première heure pour la cause palestinienne, et au regard simplement de ce qu'il a pu publier sur Facebook, eh bien il est traité d'antisémite, il est traité évidemment de personnes qui mettraient en danger la République. C'est très important de rappeler que ces résistances dans les quartiers populaires, elles existent aussi, et une façon de les faire vivre au-delà des manifestations, des mobilisations, c'est toute la campagne autour du boycott, des investissements en sanctions. Donc Fiona, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur les 20 dernières années, par exemple, quels ont été les acquis de ces campagnes-là, quelles sont les priorités aujourd'hui, et insister sur le S de sanctions particulièrement? Merci beaucoup. Je vais essayer de parler fort, hein, comme ça tout le monde peut entendre, vraiment. Mais si à un moment donné ma voix baisse, n'hésitez pas à faire du bruit, comme ça j'entends et je remets le niveau au plus fort. Je vais peut-être, avant de égrener un peu tous les succès de ces 20 dernières années et surtout de ces 11 derniers mois, peut-être j'aimerais déposer le fait que si l'axe Israël-États-Unis a continué son génocide pour presque 1 an, malgré les condamnations globales et malgré les pressions dont certaines et certains d'entre vous ont fait partie à travers des mobilisations générales et parfois les plus grandes que certains pays aient jamais connues ou aient connues depuis les 20 dernières années, ça ne devrait pas occulter le fait que nous avons collectivement accompli au cours de cette période de lutte exceptionnelle et de pression sans faille. Ça ne devrait pas occulter cela. Et je pense que c'est important parce que j'ai l'impression, et peut-être vous le ressentez aussi, mais il y a ce qu'on appelle un peu en anglais une fatigue du génocide. On peut le ressentir dans le mouvement un peu, que voilà, ça fait 11 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On est fatigué. Mais en fait, ce que j'aimerais pouvoir déposer ici aujourd'hui, et j'espère que ça va vous donner de l'espoir et que ça va aussi vous recharger vos batteries, c'est qu'on doit se rappeler qu'à Gaza, les Palestiniens et Palestiniennes n'ont pas le luxe de la fatigue. Les Palestiniens et Palestiniennes font face à des massacres, ils font face à la famine, ils font face à 10, 20, 30 déplacements depuis plusieurs mois. Et donc ils n'ont pas ce luxe de la fatigue. Les Palestiniens non plus n'ont jamais perdu espoir ces dernières 76 ou 76 dernières années. Ils ont continué, ça fait partie de la soumoute palestinienne, ça fait partie de la résilience, la résistance palestinienne, et c'est ancré dans le peuple palestinien. Et il y a quelques mois, j'ai une de mes collègues qui fait la coordination de l'Asie et du Pacifique pour les campagnes BDS, qui est revenue avec une phrase d'un poète pakistanais qui s'appelle Nadim Aslam, et j'aimerais vous la dire parce qu'en fait elle est devenue un peu pour tous mes collègues palestiniens, et je pense aujourd'hui elle devient un peu aussi au cœur de cette lutte contre la fatigue du génocide. Donc j'ouvre les guillemets, le désespoir se mérite. Personnellement, je n'ai pas fait tout ce que je pouvais pour changer les choses. Je n'ai pas encore gagné le droit de désespérer. Persistons dans notre résistance. Et donc ça, c'est un peu ce que j'aimerais qu'on retienne aussi à travers tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit continuer à faire pour mettre fin à ce génocide, parce que c'est la chose la plus urgente à l'heure actuelle qu'on doit pouvoir faire et qui s'accompagne du démantèlement du système d'apartheid et de colonialisme. Et certes, il s'agit alors aujourd'hui du chapitre le plus grave et le plus sanglant de l'histoire de libération nationale palestinienne. Pourtant, les pressions de la solidarité à travers le monde ont mené à des victoires. Tout d'abord, elles ont donné espoir.
elles ont continué à donner espoir. Et si des enfants palestiniens de Gaza, sur leur tente à Rafah, ont été mettre des feuilles de papier pour remercier les étudiants à Columbia, c'est parce qu'ils suivent ça et que ça leur donne de l'espoir. On a aussi forcé des entreprises internationales à limiter ou à cacher dans certains cas leur complicité. Rappelons AXA, qui est une entreprise française, 8 années de campagne de boycott et de désinvestissement. Collectifs comme BDS France et d'autres collectifs qui sont aujourd'hui là. 8 années de pression sur AXA qui ont mené enfin à la réalisation des demandes. La fin des investissements. La fin des investissements dans les banques israéliennes qui sont le squelette vivant de la colonisation israélienne, la fin des investissements dans Elbit System. AXA n'est pas laissé de côté néanmoins, on continue à faire les enquêtes pour s'assurer qu'il n'est pas investi et qu'il n'investit pas dans des entreprises qui construisent des armements ou du matériel d'armement lors du génocide de Gaza. Et on m'a demandé là aujourd'hui de faire une liste, ou en tout cas une liste non exhaustive des victoires ou des succès du BDS. Franchement, et je dis pas ça pour pouvoir faire que le mouvement BDS, c'est important, mais je pourrais y passer des heures. Et donc je vais juste me focaliser sur des gros points importants de cette dernière année. Vous connaissez toutes peut-être l'entreprise Intel qui produit des petites puces électroniques qu'on a dans nos ordinateurs. Eh bien, Intel a décidé, en plein milieu d'un génocide et après que la Cour internationale de justice ait déclaré la plausibilité de génocide, Intel a décidé d'investir 25 milliards dans la construction d'une nouvelle usine à quelques kilomètres de Gaza. Le mouvement BDS s'est organisé, a travaillé ensemble avec des actionnaires d'Intel pour faire pression à l'intérieur. Des travailleurs d'Intel ont également été mobilisés. Et il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois, Intel et les actionnaires en Assemblée Générale ont décidé d'abandonner ce projet de 25 milliards de dollars. Et il y a des fonds de pension hyper importants qui, au cours des 11 derniers mois, se sont désinvestis, que ce soit d'entreprises complices comme Caterpillar ou des banques israéliennes, mais aussi des bons d'État israéliens. Et donc, par exemple, on a le fonds de pension, le plus grand fonds de pension norvégien, qui est aussi le plus gros fonds de pension du monde, qui a désinvesti 1,6 trilliard, parce que oui, ça existe, le trilliard de dollars, des obligations israéliennes. Et c'est hyper important parce que les obligations israéliennes, ça fait partie intégrante du système économique et financier israélien. On a Itochu Corporation, Nippon Aircraft Supplies, qui sont des entreprises coréennes, japonaises, qui se sont désinvesties suite à la décision de la Cour de justice internationale de plausibilité de génocide, qui ont décidé de se désinvestir d'Elbit System et qui ont ouvert la voie à d'autres entreprises d'arrêter leur contrat avec Elbit System, qui est une entreprise d'armement israélienne, l'une des plus grandes. On a Puma, on a Samsung, on a Carrefour, on a McDo, qui à l'heure actuelle montrent bien qu'il y a des problèmes et qui subissent en fait vraiment les boycotts économiques des consommateurs et consommatrices tels que vous, aujourd'hui, vous le faites en France et qui ont lieu partout dans le monde. Et par exemple, Majid El Foutem, qui est l'un des partenaires privilégiés du groupe Carrefour dans le monde arabe, a publié dans son rapport semestriel qu'ils avaient perdu 47% de chiffre d'affaires pour Majid El Foutem Retail parce que le boycott fonctionne. On a même Prêt à manger, qui est une chaîne, on a l'impression que c'est français, mais désolé, c'est britannique, qui est une chaîne qui a à un moment donné décidé de vouloir aller en Israël. Et puis ils ont vu les boycotts Carrefour. Et puis ils ont vu que ça fonctionnait. Et en fait, ils ont vu qu'une campagne se mobilisait en Grande-Bretagne autour de Prêt à manger. Et ils ont annoncé, tel quel, écrit dans les journaux, en fait, on a décidé de ne pas conclure et on ne va pas aller en Israël. Donc ça, c'est aussi ce qu'un boycott consommateur peut faire. Ce n'est pas seulement un impact économique, mais peur aux autres entreprises qui risqueraient d'aller s'investir en Israël. Et je vais terminer en soutenant effectivement ce que Liane Pappé a dit. On est face à un shutdown nation system. On est face tout doucement à un effondrement de l'économie israélienne. Parce que Israël, à l'heure actuelle, reçoit des pressions politiques, économiques, partout dans le monde, diplomatiques notamment aussi. Et ses startups commencent à s'effondrer, son système économique commence à s'effondrer, ses investissements commencent à partir. Quand AXA a annoncé avoir désinvesti des banques et d'Elbit System, on a un économiste israélien qui, dans les journaux, a dit « on se
rends compte que 60% des investisseurs étrangers sont partis. Et donc ça fait partie aussi de ce que nous, en tant que pouvoir populaire, nous pouvons faire. Rappelons-nous, et je pense que ça a été dit au débat précédent, on a énormément de pressions qui sont là, on a de droit international de notre côté, on a l'éthique et la morale de notre côté. Mais ce qu'on a besoin, c'est du pouvoir. Et le pouvoir, ça se construit. La libération, elle ne va pas venir de La Haye, elle ne va pas venir de New York, elle va venir du pouvoir populaire qui grandit et qui fait pression jusqu'aux États. Et les sanctions, on y arrive. Souvent, quand on est en France ou quand on est en Europe, on a tendance à rester un peu européocentré. Mais des sanctions, il y en a qui commencent à grandir au niveau du Sud notamment. Si vous prenez la Colombie avec Gustavo Petro, qui a décidé par exemple de mettre fin aux exportations de charbon vers Israël. On a la Namibie qui a décidé de soutenir la Cour internationale de justice. C'est le cas de l'Afrique du Sud. On a le Chili dernièrement qui a rejoint et de nombreux États qui rejoignent également ce cas. On a récemment le bateau Catherine, et on en a parlé au débat précédent, il y a énormément de bateaux qui continuent à porter des armes et des matériels d'armement vers Israël. On sait très bien que sans cet armement, en quelques jours, Israël arrête son génocide. Donc l'embargo militaire et cibler l'armement, c'est extrêmement important. Et donc le Catherine est un de ces bateaux qui est parti du Vietnam, qui a fait tout le tour avec un drapeau portugais. Et à l'heure actuelle, on a l'Angola et on a la Namibie qui ont refusé de transiter des armes grâce aux pressions populaires. On a à l'heure actuelle des camarades portugais qui continuent à faire des manifestations tous les jours et toutes les semaines devant leur gouvernement et devant leur ministère des Affaires étrangères pour retirer le drapeau du Catherine et qui retourne au Vietnam avec ses cargaisons mortelles. Et donc tout ça, c'est du travail populaire, tout ça, c'est du travail d'organisation, tout ça, c'est des coalitions, tout ça, c'est de la construction de pouvoir. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut du collectif. Ensemble, on peut y arriver. Individuellement, pour être honnête, individuellement, c'est bien, mais c'est pauvre. Ensemble, collectivement, c'est important et c'est ça qui est super important aujourd'hui et dans les prochains mois. Et donc, je vais terminer juste aujourd'hui en disant vraiment les priorités pour les prochains mois, c'est d'arrêter ce génocide, c'est de faire pression, c'est d'arrêter la complicité. Et donc, le mouvement BDS appelle pour les 1 an de commémoration du génocide qui vont avoir lieu en octobre, à vraiment avoir des actions non violentes de perturbation de ceux et celles qui permettent le génocide. Plus d'occupation étudiante, plus d'interruption des institutions complices comme la FIFA ou les médias, le blocage de bateaux, des grèves dans les écoles, vraiment perturber le business as usual. Collectivement, pousser les entreprises à mettre fin à leur complicité. Les travailleurs et travailleuses sont clés. Vous êtes travailleurs et travailleuses, allez vers votre représentation syndicale. Organisez-vous, regardez autour de vous qui soutient la Palestine et faites en sorte de créer du collectif dans vos entreprises. Bloquez les bateaux. Il y a des entreprises aujourd'hui qui permettent, des entreprises françaises. Le Nordic est un autre bateau qui a atteint Israël il y a quelques semaines. C'était une entreprise française qui permettait au Nordic d'arriver jusqu'en Israël. Donc il y a du boulot en France à faire. Il y a énormément d'entreprises tech, Google, Amazon, qui sont occupées à financer et à renforcer le système militaire en Israël. Et donc, travailleurs et travailleuses de ces entreprises, organisez-vous, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, pour faire pression à l'intérieur. Il y a le boycott d'HP. HP, c'est un ordinateur, des imprimantes. Vous en avez peut-être chez vous, dans vos bureaux. Faites en sorte que vos entreprises n'utilisent plus HP. Faites en sorte d'arrêter d'en acheter. Faites en sorte aussi, dans vos entreprises, de pousser les actionnaires, de faire de la sensibilisation aux actionnaires. Intel, 25 milliards de dollars qui ont été arrêtés, c'est parce que les actionnaires ont dit non. Pas simplement parce que légalement et éthiquement ça craignait, mais aussi parce qu'ils se sont dit financièrement, investir dans un bateau qui coule, ce n'est pas vraiment intelligent. Et donc ils se sont retirés, c'est des arguments qu'il faut utiliser. Complicité culturelle, on n'en parle jamais assez. Israël utilise la culture pour faire en sorte d'apparaître comme normal, et encore plus à l'heure actuelle. De faire au-delà des slogans dans tout espace culturel, fait en sorte de ne pas normaliser les violations du droit humain par Israël. Le boycott académique, s'il y a des étudiants et étudiantes aujourd'hui ici à la fête de l'UMA, c'est sûr. Vous avez fait un travail incroyable avec les occupations étudiantes.
continue. Le boycott académique, c'est hyper important. Les universités israéliennes, comme nulle part ailleurs, sont partie prenante, le fondement du système colonial. Et donc vraiment, s'attaquer au partenariat avec des institutions israéliennes universitaires, c'est vraiment hyper clé. Et je vais terminer en disant, il y a cette campagne qui s'appelle l'Apartheid Free Zone, les espaces libres d'apartheid, et ça c'est à votre niveau. Si vous faites partie d'un club sportif, si vous faites partie d'une communauté, d'un comité de quartier, si vous faites partie d'une organisation non gouvernementale, si vous faites partie d'un centre culturel, peu importe à quel niveau, faites en sorte de vous assurer qu'au sein de votre lieu de travail, vous ne soutenez pas l'apartheid. Et ça c'est un travail, il y a un guide d'organisation, il y a un toolkit avec des explications qui peuvent vraiment être mis en place. Et tout ça, le boycott et le désinvestissement, ensemble, ça mène à plus de sanctions. Et donc, ouh là là, oui, vraiment, croyez en votre pouvoir populaire, mobilisez-vous, organisez-vous, rejoignez des organisations et des assos dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous êtes en accord, et faites en sorte de les bouger et de les faire bouger. Faites du travail de coalition aussi. Parfois, il y a des espaces comme les espaces syndicaux qui doivent encore faire du chemin, ne les laissez pas tout seuls, rentrez dedans et faites en sorte de pousser les lignes à l'intérieur, c'est super important. La construction du pouvoir, ça passe aussi par la construction de coalition, ça passe aussi par des compromis, mais pas des compromissions. Et donc ça, c'est vraiment ce que je vous demande. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Demain, on continue le BDS. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Voilà, c'est bien, ça délie les langues, c'est magnifique, merci Fiona. Donc vous voyez comment vous allez repartir complètement requinqué, ça fait partie aussi de l'ambiance BDS à la fête de l'UMA. On voudrait, s'il vous plaît, donner la parole à Benjamin Fiorini de Jourdi, parce que ça a été dit par Fiona, évidemment, les pressions populaires, mais ici, les pressions populaires sur les institutions, c'est comme ça que ça marche. Nous, on a une longue histoire de lutte contre l'apartheid, notamment en Afrique du Sud. Pour les plus anciennes d'entre nous, c'est aussi comme ça que ça a fonctionné. Alors que peux-tu nous dire, s'il te plaît, sur cette dimension institutionnelle que peut être la CPI en particulier, y compris où est-ce qu'on en est sur la procédure en cours, et comment les décisions de la CPI pourraient aider à faire pression sur la justice en France à terme. À toi. Merci. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut préciser avant tout, c'est qu'il ne faut pas faire du droit l'alpha et l'oméga. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que le fait que des règles de droit existent, qu'elles soient prévues au niveau international, ça ne suffit pas en soi pour qu'ils soient respectés. Le droit, là, ça va mieux? Ouais. Le droit en soi n'a pas un effet performatif. C'est pas parce que la règle existe qu'automatiquement elle est respectée. Il faut faire en sorte ensuite qu'elle soit respectée. Néanmoins, cette année, on a eu 3 décisions, 3 procédures qui ont été initiées, qui sont extrêmement importantes et qui ensuite, nous, au niveau national et au niveau international, nous donnent des fondements, des armes, des bases pour ensuite faire en sorte que ce droit soit appliqué. La première décision importante, on a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'ordonnance qui a été rendue par la Cour internationale de justice en janvier 2024 sur demande de l'Afrique du Sud concernant le respect d'une convention qui s'appelle la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Qui est une convention, c'est bon? Merci. Qui est une convention de 1948. Et ce qu'a dit la CIJ, donc, qui est la juridiction la plus importante au niveau international, la juridiction de l'ONU, c'est qu'effectivement, il existait un risque plausible de génocide sur le territoire palestinien. Et ça, c'est une avancée fondamentale. Pourquoi? D'une part, parce que ça met une pression, évidemment, sur Israël, et ça met une pression sur tous les pays qui coopèrent avec Israël, parce que ces pays, s'ils continuent, par exemple, à fournir des armes, s'ils continuent à fournir un appui logistique, s'ils continuent à fournir un appui financier à Israël, et ensuite à commettre ce crime de génocide, ça fait que ces pays eux-mêmes se mettent en contravention. Je te propose de le tenir comme ça. Comme ça? Et tu colles ici, là. Comme ça, là? Et tu colles là. Ouais, là ça va mieux? Non mais colle ça ici, là. Regarde. Ouais. Ah, le pouce, voilà. Comme ça? Là on est bon? Faut que ça colle. Là on est bon? Super, merci. Oui, donc ce que je disais, c'est que cette décision de la Cour internationale de justice, elle ne concerne pas que Israël, mais elle va avoir un effet sur tous les pays qui coopèrent avec Israël, qui ont des liens avec Israël, parce que ça va les forcer, ça devrait les forcer en tout cas, à desserrer ces liens pour ne pas contribuer eux-mêmes à la commission du génocide. La deuxième étape, la plus importante, la CIJ dont je viens de parler, la Cour internationale de justice, mais devant la Cour pénale internationale.
vous savez certainement que la Cour pénale internationale, encore de mieux en mieux. Donc la Cour pénale internationale, le bureau du procureur plus exactement, a émis une requête pour que soient émis des mandats d'arrêt contre plusieurs personnes, alors certains dirigeants du Hamas, mais également certains dirigeants israéliens, à savoir Netanyahou et le ministre des Armées, Yoav Gallant. Ça, c'est une avancée fondamentale, parce qu'il y a un reproche qu'on fait traditionnellement à la CPI, et qui est d'ailleurs justifié en grande partie, c'est d'être une juridiction qui très longtemps ne s'est intéressée qu'à l'Afrique, et qui finalement ne s'est appropriée que des affaires qui avaient eu lieu dans le contexte africain. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, et ça a d'ailleurs été un argument, enfin un pseudo-argument utilisé par les défenseurs d'Israël, de dire « Ah mais c'est pas normal que la CPI traite ainsi une démocratie ». Donc vous voyez qu'on a mis d'un côté les crimes commis par le Hamas, et de l'autre, il n'y a pas de crime, c'est une démocratie, donc ça ne peut pas être des crimes. Vous voyez un petit peu la logique. Et le procureur, à ce niveau-là, il faut le dire, a quand même pris une décision courageuse, en plus en émettant le mandat d'arrêt au même moment pour tous les responsables, ce qui a aussi été critiqué en disant qu'il y avait une sorte d'équivalence qui était mise en scène, mais ce qui est un argument complètement réfléchi, parce qu'imaginez que les mandats d'arrêt n'étaient émis, par exemple, que pour les responsables israéliens. Qu'aurait-on dit ? Et s'ils avaient été émis que pour les responsables du Hamas, ça aurait été fondamentalement illogique et injuste. Et de toute façon, le procureur a une obligation d'impartialité dans la conduite des enquêtes, et c'est la raison pour laquelle il a émis simultanément ces mandats d'arrêt. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que nous, au niveau de notre association, on a agi également devant la CPI, parce que lorsque ces mandats d'arrêt ont été émis, il y a certains États, et notamment le Royaume-Uni, qui ont essayé d'entamer une procédure pour dire qu'en réalité, la Cour pénale internationale n'avait pas le droit de juger ces affaires. Alors nous, au niveau de notre asso, on a produit une note devant la CPI pour expliquer pourquoi juridiquement, en réalité, la CPI était totalement compétente pour juger ces crimes-là. Et le résultat, alors je ne sais pas si c'est dû à notre intervention ou s'il y a d'autres paramètres qui sont rentrés en compte, mais en tout cas, le Royaume-Uni a fini par abandonner son action. Donc là, la procédure est toujours en cours, et la CPI, j'espère, dans les prochaines semaines, émettra, je le souhaite, des mandats d'arrêt contre ces deux personnes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et on espère qu'à l'avenir, dans les qualifications retenues, il y aura également la qualification de génocide. Génocide, vous le savez probablement, mais c'est le fait de vouloir et de mener des actions pour supprimer totalement ou partiellement un groupe en raison de son ethnie, de sa nationalité, de sa religion. Et il semble effectivement que c'est ce qui est en train de se passer, et c'est confirmé d'ailleurs par l'analyse de la CIJ dont je vous parlais précédemment. La troisième décision dont je voulais vous parler, c'est une décision de la CIJ, à nouveau, un avis, plus exactement, qui est intervenu le 19 juillet 2024, dans lequel la CIJ, et là pareil, c'est un événement fondateur dans ce cadre-là, a déclaré que la politique de colonisation israélienne était illégale au regard du droit international. Elle n'a pas déclaré que ça. Elle a déclaré qu'elle était illégale dans son principe, mais aussi dans ses modalités d'action. Destruction de biens, transfert forcé de population, confiscation, exploitation des ressources naturelles, tout ça, ce sont des qualifications qui peuvent aussi être retenues pénalement au niveau international et au niveau national aussi, devant les juridictions françaises dans certaines situations, et je vous dirai, si j'ai le temps, dans quelles situations ça peut être le cas. Ce que dit aussi la Cour de justice internationale dans cette affaire-là, c'est que Israël ne respecte pas cette règle fondamentale de nature à éviter la ségrégation raciale et l'apartheid. Autrement dit, elle reconnaît à travers les lignes qu'il y a bien un régime d'apartheid mis en place par le colon israélien. Et ça, c'est fondamental. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les autres pays qui coopèrent avec Israël se mettent eux-mêmes en contravention avec ces normes internationales s'ils apportent une aide à Israël qui lui permet d'assouvir sa politique de colonisation. Et ça veut dire que ces décisions de la CIJ au niveau national, au niveau français par exemple, ça nous donne des billes, nous, juristes en droit international, pour agir contre les États ou contre les entreprises, contre les groupes, contre les collectivités ou contre les entreprises privées qui contribueraient à ces politiques de colonisation, à tous les faits que j'ai énoncés précédemment. Alors il y a certains noms qui ont été évoqués, on pourra en citer d'autres, on peut citer Altis par exemple, qui est propriétaire du groupe SFR, qui est très actif dans les territoires occupés, on peut citer Alstom, on pourrait citer un grand paquet d'entreprises potentiellement impliquées. Et l'un des objectifs de notre association, ça va justement être de contribuer ou d'initier nous-mêmes des actions contre ces groupes ou contre les États qui contribueraient d'une manière ou d'une autre à cette politique-là. Voilà en substance l'activité de notre association.
Merci Benjamin, parce que c'est pas facile en quelques minutes d'exposer tout ce qui relève des juridictions. Jonathan, si tu veux bien nous expliquer, c'est indépendant du combat contre le colonialisme, c'est le vôtre, celui de Tzedek. Alors c'est un combat particulièrement situé, vous l'assumez, et c'est fort et c'est bien. Il y a dedans, évidemment une dimension morale, pour pas dire aussi religieuse, mais c'est à toi de voir si tu développes ou pas ce point de vue-là. En tout cas, ce qui serait bien, c'est d'aborder peut-être, comme vous le faites souvent, parfois, la question du devoir de mémoire, et peut-être aussi les responsabilités collectives, et notamment de la France en particulier. Merci Omar. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect religieux, même s'il y aurait énormément de choses à dire sur l'accaparement du sionisme en fait, et même de la religion juive en elle-même à des fins politiques. C'est pas propre au sionisme. Mais moi, je vais plutôt développer, en fait, puisqu'on parle de perspective et de stratégie, je vais axer cette intervention sur le devoir de mémoire en tant que combat, dans le sens de l'histoire, son influence sur le présent, et tenter aussi de susciter une réflexion autour de l'expression plus jamais là, plus jamais ça, en souhaitant en faire une phrase et une approche politique et un outil, et donc de s'attaquer au narratif et l'instrumentalisation de notre histoire, pas seulement par les sionistes, mais aussi par l'Occident et les Blancs de manière générale. Et du coup, j'ai écrit quelques lignes sur ce sujet. Et pour introduire ce propos, je vais revenir sur le fait que le débat sémantique autour de l'emploi du terme génocide semble continuer à poser problème dans la mesure où cette qualification est en permanence remise en cause, et ce malgré le fait que la majorité des experts de l'ONU s'accordent sur son risque. Il y a également une sensation qui est malsaine là-dedans, le fait que le seul usage d'un mot définirait plus ou moins la gravité des actes, alors que nous parlons de massacres sur une très grande échelle, à caractère délibérément raciste et colonial depuis des décennies. Ceci dit, lorsqu'on évoque d'autres cas évidents d'extermination de peuples, de volonté d'effacer toute trace de leur existence et de leur culture, de la liquidation de leurs infrastructures et de leur société, le terme de génocide n'est toujours pas reconnu dans de nombreux cas pourtant évidents. C'est par exemple le cas pour les peuples autochtones sur l'ensemble du continent américain, c'est le cas du Congo, sous Léopold II, en passant par la Namibie. Malheureusement, les exemples se multiplient et il y en a à l'appel. Au vu de la situation qu'il y a actuellement à Gaza, qui a vraiment le luxe de s'être remise en cause, et surtout, quel en est l'intérêt, si ce n'est une forme de révisionnisme visant à relativiser la gravité de ce génocide ? Et contrairement à ce qu'on entend régulièrement, dire ça ne remet en rien en cause la nécessité de solidarité, de médiatisation d'autres conflits, épuration ethnique ou de génocides commis par le passé, ni les commémorations qui les accompagnent, bien que chacun et chacune d'entre elles doivent être analysées de manière structurelle et matérielle. Le devoir mémorial est une nécessité qui n'a de sens que si celui-ci devient réellement une arme mentale dissuasive permettant de questionner la responsabilité d'un système politique et la complicité de la société civile, aussi bien par les actes que par sa passivité. Se contenter en substance d'un rapport binaire entre bien et mal, d'une approche uniquement morale et parfois culpabilisatrice de l'histoire, semble avoir ses limites. Sans provocation, je pense qu'on a tous vu les résultats des dernières élections européennes et de manière générale, à travers le monde, et que ça prouve que l'Occident a quand même échoué de faire du devoir de mémoire au nom de l'antiracisme un rempart véritablement efficace pour éviter un retour du fascisme, et plus généralement un levier face aux idées racistes dont la diffusion ne s'est jamais arrêtée avec la Seconde Guerre mondiale et la reproduction d'un génocide comme c'est le cas actuellement en Palestine. Pour autant, répétons-le autant de fois qu'il le faut, on ne parle jamais trop de la Shoah, ni de la traite négrière, de la colonisation et de l'horreur qui en découle, particulièrement dans un pays comme la France qui a des responsabilités immenses là-dessus. Mais c'est aussi le cas du génocide arménien, rwandais, bosniaque, des guerres d'Algérie, de Vietnam, d'Indochine et de l'occupation en Kanaki aujourd'hui. Mais à quoi sert cette mémoire si sa portée n'est pas réparatrice et survole les actes en gardant une certaine forme de déni pour préserver un soupçon d'intégrité qui ne se mérite pas. La mémoire seule, sans donner de sens à l'histoire, ça peut même devenir contre-productif si elle ne prend pas en cause la question du génocide dans une perspective antiraciste, et c'est encore plus vrai dans notre cas en tant que juifs et juifs, je pense. Il aura fallu quand même par exemple des dizaines d'années pour que l'État reconnaisse à demi-mot sa responsabilité dans les rafles du Veldiv, la place qu'a pris la collaboration, le vote des pleins pouvoirs à Pétain, et ça n'empêche en rien d'avoir un chef d'État qui aujourd'hui réhabilite les pires auteurs racistes, nationalistes, Maurras, Pétain, etc. d'un côté, et de l'autre, s'attaquer au mouvement de solidarité envers la Palestine et l'insinuer comme antisémite. Un autre exemple, puisqu'on parle de génocide. Est-ce qu'on peut faire comme si l'État français
n'avait pas livré sciemment tout le matériel numérique pour établir un registre d'extermination des Tutsis. Et par ailleurs, combien de représentants français ont été traînés devant les tribunaux internationaux, puisqu'on parle de génocide? Est-ce qu'on a évoqué le rôle de Mitterrand qui a été président? Si je vous dis ça, c'est que le cas Gazaoui, dont l'urgence nous rassemble ici, enfin dans son cas, il est impossible de faire l'impasse sur une colonisation sauvage établie depuis maintenant plus de 70 ans, comprenant l'exil forcé, l'occupation, la déshumanisation et même l'animalisation du peuple palestinien dès la création d'Israël, y compris quand la gauche travailliste était au pouvoir. Et on ne peut pas non plus passer sous silence, se taire sur le silence macabre de tous ses alliés et partenaires incapables de tenter de s'interposer ou d'imposer un rapport de force pour éviter ce drame et cette situation qui en est le cheminement direct. À cela s'ajoute aussi une dimension particulière. C'est la manière avec laquelle notre mémoire, celle de la Shoah, a été confisquée non seulement par le sionisme, mais aussi par l'Occident pour justifier des lois racistes sur son sol et sa complicité avec un État colonial dont les fondements puisent son inspiration directe sur la modernité européenne et sa racialisation des peuples, y compris des juifs et juifs sur son propre sol dans l'État d'Israël. Et c'est aussi ce qui a servi de prétexte à ce qu'une terre destinée à nous accueillir, enfin quand je dis nous, c'est les juifs et juifs, en tant que exilés, se transforme en un État au fondement raciste, colonial, qui pratique une politique d'apartheid et un État génocidaire. Et aujourd'hui, la portée émancipatrice de notre histoire, elle est actuellement prisonnière de ceux qui veulent blanchir la conscience européenne de ses propres crimes, au sens propre et même figuré, si j'ose dire. Dire ça, ce n'est pas comparer les camps d'extermination à la situation à Gaza. La Shoah possède incontestablement ses spécificités de par sa dimension industrielle, son échelle, sa mécanique de l'extermination, sa théorisation de l'antisémitisme et sa géographie européenne. De même, le génocide qui se déroule en ce moment à Gaza possède lui aussi ses caractères singuliers. C'est probablement le premier à avoir été autant documenté et médiatisé en temps réel et dont les preuves s'accumulent minute par minute au rythme de l'absence de réaction de la part de la communauté internationale. La décennie que nous traversons est terrible. Nous avons assisté à une guerre qui a entraîné une famine affreuse au Yémen, une islamophobie d'État qui tue et qui est extrêmement violente en Birmanie, en Chine ou en Inde. Nous assistons à des épurations ethniques de manière impuissante en Palestine, dans le Haut-Karabakh, au Soudan, en Papouasie, en passant par le Kurdistan ou le Sahara, ainsi que des guerres civiles au Congo, au Tigré, en Syrie. Et le spectre de la guerre, et même le spectre de la guerre reflotte par-dessus l'Europe à travers la guerre en Ukraine. Chacun des cas cités mérite de susciter non seulement notre attention, mais aussi de questionner notre rôle en tant que spectateurs, ou de manière indirecte, de participants, puisque nous vivons dans une société globalisée, que nous en sommes des consommateurs, et que des entreprises et des nations sont complices de chacune des situations et des cas que je viens d'évoquer. De nombreuses raisons, notamment d'ordre historique, font que le cas de la Palestine nous amène naturellement à toutes ces interrogations et suscite un engouement internationaliste de masse contre l'injustice. C'est précisément un cas où notre passé doit intervenir et servir de marqueur. En tant que juifs et juifs, je pense que nous sommes bien placés pour en parler, mais c'est le cas de toutes les minorités. À ce titre, puisque tzedek ça veut dire justice, on réaffirme notre désir de donner un sens à la mémoire, d'en faire quelque chose de fort, puisque notre libération en tant que juifs et juives dépend également de la libération de la Palestine. Et je finirai juste par dire un truc, puisqu'on dit souvent plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est une phrase qui a un sens. Et ça doit s'appliquer partout, là où la dignité humaine, elle est bafouée, comme c'est le cas en Palestine, comme c'est le cas en Kanaki, et partout à travers le monde. Tahia Palestine, justice pour tous et toutes. Tahia Palestine, Tahia, 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 Tahia. Alors voilà, nous sommes beaux et belles de solidarité. Et donc évidemment, c'était promis quelques minutes d'échange avec vous. Si vous avez des questions, mais en vérité aussi, si vous avez des analyses, si seulement elles peuvent tenir en 30 secondes, c'est tout. Alors, c'est Solène qui va passer le micro, voilà. Donc vous levez la main, elle vient vers vous, il n'y a pas de souci, voilà.
On prend une série de 4-5 questions et on revient. Bonsoir. Je vais parler en français, vous traduirez pour Hélène Papé. Bonsoir, professeur. Vous vivez au Royaume-Uni. Alors là-bas, il y a une très grande mobilisation pour la Palestine et les syndicats sont très impliqués. Les manifestations ici sont plutôt limitées. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez un peu, des éléments pour la comparaison? Deuxième chose, j'ai écouté sur YouTube un programme présenté par Nurit Peled, une Israélienne qui a décortiqué les programmes scolaires israéliens et comment on forme les individus israéliens à la haine et à la déshumanisation de la Palestine. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Merci. Merci à tous les intervenants. Là, c'était très instructif, aussi bien vos analyses que les moyens d'action que vous proposez. Je veux interpeller sur un point particulier qui n'a pas beaucoup été développé, mais je pense que vous serez d'accord. D'abord, pour me présenter, je fais partie tout à la fois de l'UJFP, de BDS France et d'Urgence Palestine dans le 18e arrondissement. Voilà, le point sur lequel je veux vous interpeller, c'est le fait que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de luttes sociales, où on intervient dans les luttes sociales par rapport à la centralité de la libération du peuple palestinien. Un point qui est important, c'est d'expliquer aux travailleurs, aux opprimés, que la Palestine les concerne très directement. Parce que, bien entendu, il y a des atrocités dans le monde entier. Par exemple, au Congo, il y a eu des centaines de milliers de morts et pourtant, il n'y a pas énormément de mobilisation. Mais la dimension particulière de la Palestine, c'est que dans un partage des rôles entre Israël et les puissances occidentales telles la France, c'est que Israël est un pourvoyeur de prestations qui aident à la répression des mouvements populaires. Israël fournit des logiciels tels Pegasus, des logiciels de reconnaissance faciale. Israël utilise l'intelligence artificielle au détriment des gens. Israël utilise et fournit tout un matériel qui permet de ficher les gens et de mater les révoltes populaires. Et je pense que ça, c'est un point important à développer. Il y a aussi toutes les coopérations et universitaires qui vont dans justement d'aider à la répression dans les pays occidentaux, à la répression des soulèvements populaires. Voilà, j'ai terminé. Le droit international reconnaît à tout peuple occupé le droit de se défendre et de résister, tout comme il dénie à la puissance occupante un quelconque droit de légitime défense. Est-ce que pour vous, le 7 octobre rentre dans ce cas d'acte de résistance? Et sincèrement, si on veut défendre le peuple palestinien, la réponse est claire. Toute autre réponse que le oui serait compromission et malhonnêteté. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas pour l'instant. S'il veut répondre à quelle question, d'abord Hélène Papé.
Okay. First in the UK, the trade unions are very much involved. Yeah. But much less so, and here in France. And then Nurit Peled, yeah. Yeah, they can Yeah, take textbooks in Israel. Okay. Well, France, like Germany and Italy, is different from the rest of Europe in its policies towards Israel, and probably that affects the trade unions as well. So there's much more work to be done here in changing the language, changing the attitude, and I don't think that what happened in Britain cannot happen here. Look at the last elections you had. Palestine was very much a topic, and Israel was very much a topic for the fascist right. This is a slow change in global politics, not only in France, but it's not changing quickly enough for the people of Palestine. So we have to find ways of making this change more effective, more powerful, and understand that we are really facing a moment, an existential moment for Palestine and the Palestinians. This Israeli government in particular believes it has an historical opportunity to do the worst, and we have to make our best to stop it before more carnage and death is inflicted by Israel on the Palestinians. Sur la première question, au Royaume-Uni, les syndicats sont très impliqués dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, et c'est beaucoup moins le cas ici en France. À ce sujet, il indique que la France, l'Allemagne et l'Italie ont une posture différente au sein de l'Union européenne sur la question israélienne. Bon, ça a certaines répercussions sur l'attitude du mouvement syndical. Il y a du travail à faire ici. C'est un travail de langage. Il faut faire attention à quels mots on utilise. Un travail d'attitude en général. On est capable de mobiliser ici en France comme ils le font au Royaume-Uni. Ce n'est pas impossible. Regardez les dernières élections en France. La Palestine était un des sujets qui est revenu souvent dans la campagne électorale. Mais les choses ne changent pas assez rapidement à notre goût. Il faut être encore plus efficace et encore plus puissante dans ces mobilisations. Nous sommes actuellement dans un moment existentiel où l'État d'Israël pense opportunité historique d'éliminer les Palestiniens de la carte. Alors il faut redoubler les efforts ici. The question about Nurit Peled, her book about the Israeli educational system. I'm afraid this current generation of graduates from the Israeli schools would be educated in a way that would lead them to support in the future the genocide, the occupation, the ethnic cleansing. This is an educational system that produces racism, colonialism, and fascism. And therefore, we have to accept it as a solidarity movement, that we are not waiting for a change from within Israel, because a change from within the Jewish society in Israel is not coming, and there are cases no change from within, and we will have to change the reality, even if we cannot hope for any change from within the Israeli Jewish society. Sur la question au sujet des manuels scolaires en Israël, tel qu'a rapporté la professeure Nurit Peled, les élèves qui obtiennent leur diplôme des écoles israéliennes aujourd'hui, je pense que seraient d'accord
compte tenu de l'éducation qu'ils ont reçue, d'accord avec le génocide, avec l'occupation et avec la purification ethnique. C'est un système raciste, colonialiste et fasciste. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas de changement. On ne peut pas s'attendre à un changement qui vienne en Israël de l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est d'impulser un changement de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur d'Israël, on ne le voit pas venir. But the more the BDS would be stronger, the more the pressure would be stronger, I think we will have more critical voices from within Israel. I remember coming to South Africa in 2014, and every white person told me they were against apartheid. And I asked them, if you all were against apartheid, why did it take so much time to bring it down? I do believe that a very tough position of the international community, economically, politically, culturally, academically, would produce in the end also a change from within the Israeli Jewish society, but for that they have to get the message very clear. Israel, if 2024, is not a legitimate state, it's a rogue state and would not be accepted by anyone with a modicum of decency in them. Sur la campagne BDS, il faut redoubler des efforts, pardon pour la technique, il faut redoubler des efforts. En Afrique du Sud en 2014, et tous les Blancs m'ont dit qu'ils sont contre l'apartheid. Alors moi j'ai dit, vous avez pris votre temps, hein, pourquoi ça a pris tant de temps dans votre pays? Donc si on peut apprendre quelque chose de cette expérience sur les plans économiques, politiques, culturel et académique, je crois que le changement doit venir, ça va venir, mais il faut clarifier le message. Il faut dire sans ambiguïté que l'actuel régime israélien n'est pas légitime, c'est un État voyou et les pressions doivent venir surtout en ce moment de l'extérieur. Okay, what's the second one? Social stereotypes that affect Israel as an arms, social stereotypes that Jean-Guy asked, and he said that Israel is an arms provider, supplies arms. Yeah, okay. It's very clear that you have what one can call global Israel. Global Israel is all the multinational companies, military industries, security industries, governments that support Israel because it benefits them economically and financially. But I think we are meeting in places like this because we believe that politics can be defeated, politics that are motivated by financial interests without moral interests, without moral values, is something we can challenge. And that's why I said before, everywhere in the world where people fight for social justice, they wave the Palestinian flag. Because the Palestinian flag today is the flag of the struggle of any social and economic justice in the world. Again, the question is, why so billions of people doing it and we are still not defeating those who genocide in Palestine and those who are committing the crimes against humanity in Palestine? Sur la question des luttes sociales et surtout que Israël soit un pourvoyeur d'armes pour l'Ouest, on peut dire qu'il y a un Israël global, c'est-à-dire ce sont des entreprises multinationales, le secteur militaire, le secteur de la sécurité. Nos gouvernements, ils bénéficient de cette situation sur le plan économique et sur le plan financier. Mais les politiques mises en œuvre, s'ils sont motivés uniquement par les considérations économiques et financières, et s'ils ne sont pas
basées sur les valeurs morales n'ont pas de légitimité. Donc il faut poser un défi à nos gouvernements sur ce plan-là. Il faut se rappeler que partout dans le monde où les gens se battent pour leurs droits, quels qu'ils soient, et brandissent le drapeau palestinien. Il y a des milliards de gens sur Terre qui se sont mobilisés, qui sont engagés pour un changement, et pourtant, ce génocide n'a pas encore abattu, donc nous devons continuer. It's very clear that any people who were dispossessed from their homeland in 1948 were put under ruthless military occupation for 56 years and were were living in a ghetto for 17 years, denied basic food, medicine, and normal human life. It is obvious that people who are treated this way have the right to resist. This is part of the United Nations definition of the right of self-defense, and definitely the Palestinians have the right of self-defense like any occupied, colonized, and oppressed people in the world. La question de savoir si le 7 octobre était un acte de résistance, la réponse est oui. Les Palestiniens ont été dépossédés en 1948. L'occupation militaire depuis 56 ans. Depuis 17 ans maintenant, la population de Gaza est dans un véritable ghetto et ils sont actuellement privés de nourriture, de médicaments et de toute nécessité de base qui permettent aux gens de vivre. Dans cette configuration-là, les Palestiniens et les Gazaouis ont le droit à la résistance. L'ONU ne dit pas mieux, c'est une question d'autodéfense et les Palestiniens en ont droit comme d'autres peuples. Oui, pardon? D'accord, vas-y, réponds. Alors, des réponses évidemment, ce sont celles de Diane Papé, mais Fiona et d'autres répondront aussi. Je vais pas rester trop longtemps dessus parce que peut-être d'autres personnes ont d'autres interventions à partager, mais par rapport aux mobilisations britanniques et en Grande-Bretagne et en France, je pense que c'est très important de toujours prendre en considération qu'il y a un contexte très spécifique et que donc les mobilisations, le mouvement social s'adaptent à ce contexte aussi. En Grande-Bretagne, on a tout un travail qui a été fait, et c'est pareil en France, je pense, mais tout un travail de construction du mouvement, de construction de mobilisation. Les syndicats faisaient déjà partie du mouvement, faisaient déjà partie, pour certains des grands syndicats aussi, soutenaient déjà par exemple le mouvement BDS. Donc il y a tout un travail qui était déjà là. Il faut aussi prendre conscience que les mobilisations qui ont débuté en octobre 2023, elles s'ancrent aussi dans des décennies et des décennies de construction de solidarité. Des graines ont été plantées, elles ont poussé, elles sont devenues des arbres, et c'est comme ça que ça fonctionne, un mouvement social. Mais le contexte est très différent, la répression est très différente, la démonisation aussi est très différente, mais voilà, je pense que c'est pas pour ça que ça veut pas dire qu'à un moment donné, en France et dans les rues de Paris, il y aura pas un demi-million de personnes qui vont prendre les rues. Ça, c'est votre boulot, en fait, de travailler là-dessus et de faire en sorte de mobiliser et d'organiser assez de personnes pour remplir un demi-million de personnes dans les rues de Paris ou dans les rues d'autres villes françaises. Pour revenir aussi à ce que Jean-Guy a dit par rapport... pour moi, c'est un élément extrêmement clé, la question du régime d'apartheid et colonial israélien qui teste ces techniques d'oppression sur les corps et la société palestinienne. Il y a vraiment un système de test qui ensuite est utilisé pour mieux exporter ces techniques de répression, ces techniques d'oppression à l'extérieur. Et donc ça, on le voit dans Frontex avec la migration, où effectivement Elbit System et les drones, par exemple, sont utilisés pour regarder les frontières de l'Europe forteresse et empêcher les migrants et les migrantes de passer et de venir chercher un meilleur futur en Europe. On a tout
l'armement qui maintenant est encore une fois l'intelligence artificielle. Par exemple, on a des niveaux d'intelligence artificielle jamais atteints à l'heure actuelle à Gaza, où c'est ciblé, systématiquement ciblé, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les médecins, les journalistes, les poètes, les intellectuels. On a une destruction complète et visée et objective de tout caractère social à Gaza, et ça c'est l'intelligence artificielle qui le permet. Et à l'heure actuelle et dans les prochains mois et les prochaines années, si on n'arrête pas ça, ce sera proposé en France, ce sera proposé en Grande-Bretagne, ce sera proposé aux États-Unis contre nous. Et donc ça c'est là aussi où il y a tout l'intérêt pour les gens. C'est pas juste pour le faire, c'est pas juste pour la Palestine. C'est pas juste pour un devoir moral, éthique ou même légal. C'est aussi pour juste se protéger, parce que à l'heure actuelle, c'est le mouvement de solidarité palestinien. Demain, ou encore même aujourd'hui, c'est le mouvement de justice climatique. Après, et encore aujourd'hui, comme l'a dit Omar, c'est les quartiers populaires. Et donc tout ça est lié. Donc c'est l'importance de l'intersectionnalité des luttes et de mener les luttes sur plusieurs fronts en étant unis dans cette lutte. Moi, je serai très bref, mais concernant le comparatif, non seulement plutôt au niveau numérique, entre ce qui s'est passé au Royaume-Uni et en France, il y a aussi un autre aspect qu'il faut voir, c'est l'aspect répressif. Tu parlais des dynamiques, mais dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, une manifestation énorme pour la Palestine, ça va être de plus en plus compliqué, puisque c'est l'un des pays, par exemple, qui réprime le plus sa population sur cette question-là, y compris des juifs et des juifs qui se font tabasser par des flics dès lors qui prônent une voie dès lors qui manifestent contre l'apartheid et contre le génocide à Gaza. Je donne cet exemple parce que c'est le pire, mais nous en France, de manière plus globale, on est un pays qui est tout le temps traversé par des mouvements sociaux qui sont extrêmement forts sur tous les thèmes. Je pense que c'est une chance. Mais la répression n'est pas du tout la même qu'au Royaume-Uni lorsqu'on se positionne pour la Palestine. Il faut voir les polémiques que ça fait dès qu'une personnalité publique en fait décide ne serait-ce que de prendre position, de dire je suis pour la paix et stop génocide. Ça peut déjà être interprété comme une forme d'antisémitisme en fait. Alors au Royaume-Uni, ça a été le cas avec l'affaire Corbyn et tout, mais la répression policière n'est absolument pas la même. La France est un des pays les plus violents. On est le seul pays où on se prend des grenades et du gaz lacrymogène quand on manifeste pour le climat, par exemple. Voilà, c'est un fait. Et autre chose, je pense que le travail, effectivement, au sein des syndicats n'est absolument pas le même. Aussi parce que les perspectives internationales, comme le Royaume-Uni, vous avez quand même eu un passif irlandais et une diaspora irlandaise qui est très forte et qui est très mobilisée sur la question palestinienne. Après, en France, on sème des graines et c'est quand même la première fois, je pense, depuis très 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 longtemps qu'on a eu autant de monde dans la rue, qu'on a eu un renouveau générationnel qui est incroyable, où moi spontanément, je vois des jeunes avec qui j'ai travaillé qui font leur première manifestation et leur entrée en politique sur la question palestinienne. Ils ont 17-18 ans, ils connaissent pas forcément toutes les structures politiques, etc. Comme tu disais, c'est notre taf de les ramener vers nous. Et c'est la première fois qu'on voit des manifestations spontanées de nuit, bon, que certains qualifieraient de sauvages, parce qu'ils nous perçoivent comme des barbares quand on manifeste et qu'on fait valoir nos droits dans la rue. Mais moi, à ma connaissance, à part peut-être à une ou deux manifestations qu'il y avait eu contre la négrophobie, les violences racistes et policières après le tabassage de George Floyd, on n'a jamais vu ça. Que des jeunes quasiment pratiquement tous non blancs qui manifestent spontanément dans les rues de Paris, et Paris retrouve un peu cet esprit insurrectionnel là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et sur la deuxième chose, il ne faut pas perdre de vue qu'Israël a aussi fourni toujours du matériel militaire à des régimes fascistes en Amérique du Sud et d'apartheid, notamment récemment avec Uribe et Duque, avant que Petro prenne le pouvoir en Colombie. Mais des exemples, il y en a des dizaines et des dizaines à l'appel. C'est un fait historique et une continuité. Ouais, rapidement. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce qui vient d'être dit sur la criminalisation de toutes les prises de parole qui visent à dénoncer le génocide auquel on assiste depuis plusieurs mois. C'est également un élément qui a motivé la création de l'association à laquelle j'appartiens, et j'aimerais observer que, y compris au niveau de la justice française, il y a un très fort deux poids deux mesures en la matière. Vous vous souvenez qu'il y a énormément de procédures bâillons qui ont été intentées contre des personnalités publiques pour soi-disant apologie de crimes de guerre ou apologie de crimes contre l'humanité, alors même que ces personnalités se sont contentées de dénoncer la politique israélienne qu'on dénonce nous-mêmes depuis tout à l'heure. Et je ne pense pas
qu'il était légitime que ces personnalités soient effectivement convoquées au poste de police parfois même condamnées pour un militant CGT à Lille. Et oui, il ne faut pas l'oublier, procédure en appel actuellement, alors même que parallèlement, je te prends cet exemple-là parce qu'il me vient spontanément à l'esprit et qui date de cette semaine, vous avez, il y a quelques mois, une vidéo qui a été diffusée où l'on voit un soldat franco-israélien en train de maltraiter des prisonniers palestiniens et en train de faire allusion lui-même à des tortures qu'elles auraient subies. Et on a intenté une procédure en France, une plainte a été déposée auprès du parquet national antiterroriste qui est chargé de ce type d'affaires, puisqu'il s'agirait d'un crime de guerre, pour torture commise précisément dans le cadre d'un crime de guerre contre cette personne qu'on voit à l'image. Et là, le parquet national antiterroriste a décidé de classer l'affaire sans suite. C'est curieux. Alors d'un côté, le parquet nous dit « Ah bah écoutez, moi je ne peux pas classer directement les affaires sans suite, il faut quand même entendre les personnes. » Et quand il s'agit de l'affaire dont je vous parle, alors là on classe directement sans suite. Alors heureusement, dans cette hypothèse-là, il y a quand même une possibilité qui s'appelle plainte avec constitution de partie civile qu'on peut faire devant un juge d'instruction. Donc ça veut dire que l'affaire n'est pas close pour autant, c'est un juge d'instruction, lui indépendant du pouvoir exécutif, qui peut prendre le dossier en main. Mais heureusement que ces soupapes de sécurité existent et je vous invite, voilà, en tout cas à prendre conscience de la réalité de la justice pénale française actuelle qui fait qu'il existe effectivement, malgré nos efforts, un deux poids deux mesures. Moi j'ai une question rapide. Sur le 7 octobre, bien sûr, autour de... Je m'adresse notamment... Je veux qu'on profite de la présence de Papé pour développer, parce qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Sur la question du 7 octobre, c'est évident pour nous tous. Hein, pour nous tous. Et même pas... moi, je pense que même s'il nous oblige à dire Hamas terroriste ou licenciement, personnellement, je veux être licencié. Il n'y a aucun souci. La question n'est pas... La question, comment faire? Parce que le 7 octobre, autour de nous, des collègues, des amis, dans les repas de famille, l'été, Noël, etc. Cette question des images qui ont circulé, je vais essayer de parler un peu, qui ont circulé, ils ont marqué même les gens qui étaient du côté palestinien, c'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, de dire, moi je suis d'accord avec Omar, quand tu dis on est du bon côté, oui c'est très bien, on est du bon côté de l'histoire. Mais concrètement, comment faire ramener l'opinion qui était il y a quelques années du côté palestinien? Évidemment, il y a le travail, l'islamisme, l'islamophobie, etc. Je termine. Donc, quel discours construire? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis algérienne. Les poseuses de bombes, elles étaient glorifiées à New York, enfin partout dans le monde. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette ère. Comment faire? Voilà, donc je m'arrête là. Il y avait une là-bas. Oui, alors moi je remercie tous les intervenants d'avoir insisté sur le fait que la lutte de solidarité avec le peuple palestinien, elle est la lutte en fait pour la justice partout sur la planète. Et on nous dit mais vous vous mobilisez pour la Palestine et pas pour le Soudan, et voilà. Et c'est vrai que je suis allée manifester pour le Soudan il y a 3 ans quand il y a eu un coup d'État. On était 3 Français avec des centaines de Soudanais. Il y a tout un travail à faire. Donc évidemment, on est avant tout là pour soutenir ce peuple qui vit 76 ans d'apartheid, de nettoyage ethnique, mais on est là aussi pour redonner de la force à l'internationalisme et dans nos méthodes de travail. Moi, je suis à Stop Arming Israël. Essayer que notre classe prenne cette solidarité en main et puisse en plus l'exercer pour tous les pays. Je pense notamment à Eurosatori. On a réussi à ce qu'Israël ne vienne pas au moins parader à vendre ses armes. Hélas, la France continue à vendre ses armes, mais Israël vend des armes ailleurs. Mais c'est aussi un moyen pour
que les gens reprennent en main ces luttes internationalistes, et nous sommes contre toute l'industrie de l'armement, et on espère qu'un jour il n'y aura plus du tout de Rosatori et plus du tout de capitalistes pour exploiter le monde entier, créer des guerres et le colonialisme. Bonjour. Oui, si Israël est un État voyou, colonisateur, génocidaire, on a beaucoup de mal à imaginer deux États l'un à côté de l'autre qui coexisteraient l'un avec l'autre. D'ailleurs, la Knesset a voté contre un État palestinien. Donc, on n'y croyait déjà plus, ils cachent plus du tout leur jeu. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à parler d'un État d'égalité des droits, de la mer au Jourdain, avec tous ses habitants, qui soient égaux, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, etc. Est-ce que ça serait pas un discours un peu urgent pour nos partis aussi, pour le discours qui est porté, et qui... parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le discours répressif de dire que les Arabes ne veulent pas des Juifs, les Palestiniens ne veulent pas d'État juif, alors que c'est l'inverse qui se passe. Est-ce que de parler d'un État d'égalité des droits ne permettrait pas aussi de casser cette rhétorique-là ? Alors, deux dernières questions qui ont été demandées, et puis après on vous donne... Oui, voilà. Après, on clôturera le débat. C'est moi, on a posé ma question. Ah, c'était la même. Donc, plus qu'une question. Ensuite, on va vous laisser répondre. Et ensuite, on donnera la parole pour un petit appel à la solidarité de la part de l'UJFP. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, c'est pas une question que j'ai. Donc, c'est pour déclarer la solidarité de deux associations iraniennes avec le peuple palestinien, donc Association Solidarité Sociale avec les travailleurs en Iran et Association pour la défense des prisonniers politiques et d'opinion en Iran. Donc ils ont envoyé un message pour soutenir les Palestiniens et demander la génocide en cours et donc tout ça. Et pour dire qu'en ce moment en Iran, on commémore la deuxième anniversaire du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc on est en fait très solidaire avec le peuple palestinien. Merci beaucoup. Juste un point, parce qu'on va se quitter bientôt, mais c'est bien qu'on parte tous ensemble, tous et tout ensemble. D'abord, pour le monsieur qui a posé la question sur le 7 octobre, j'ai juste une chose. C'est une question qui revient de manière régulière. Nous devons assumer collectivement que la lutte du peuple palestinien est la lutte du peuple palestinien. Et que nous sommes dans des mouvements de solidarité à l'endroit de ce peuple palestinien qui détermine et ses stratégies et ses tactiques. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'avoir un regard critique, positif ou négatif, mais ce n'est pas là du tout l'essentiel. Et il y a un piège qui nous est tendu par les gouvernements impérialistes et colonialistes, qui est cette injonction de répondre du 7 octobre comme si il y avait là un moment pivot, un nœud de l'histoire, un moment de bascule. Or, nous le disons, le moment de bascule en ce qui nous concerne, c'est le début de la colonisation de cette terre des Palestiniens et des Palestiniennes par un État israélien qui s'est créé avec la complicité des pays occidentaux sur la continuité de la Shoah, c'est-à-dire du meurtre industriel des Juifs et des Juives, dont l'Europe est précisément responsable et certainement pas ceux et celles qui vivent sur ces terres arabes, en l'occurrence sur ces terres d'un peu partout. Je le dis, c'est pas une provocation, on ne craint pas qu'il puisse y avoir ici quelqu'un de la DGSI, d'ailleurs on l'a repéré, c'est le moment où il a levé les yeux, il a pris des notes, non détends-toi, je déconne. Donc en vérité,
En vérité, on sait très bien qu'on est tous et toutes attendus là-dessus. On leur dit, nous, on vous attend sur un autre moment de l'histoire, c'est la libération du peuple palestinien. Et cela, on ne lâchera pas. Et quand on dit ça, c'est pour répondre à ta proposition, ton propos, de la même manière que nous croyons dur comme fer à l'autodétermination des peuples, nous disons, et encore une fois, quels que soient les avis que nous pouvons avoir à titre individuel ou collectif, cette idée d'un État, deux États, etc., c'est une question qui appartient au peuple palestinien, c'est-à-dire celui qui vit sur le territoire palestinien et celui qui en a été chassé depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas du tout pour évacuer la question, mais je le dis parce que nos mouvements de solidarité ne doivent pas se diviser sur ces questions-là. Nous devons avancer ensemble, particulièrement dans cette période de génocide. Bon, je crois qu'on va... Pardon, c'était pas le but. Ah, tu veux dire un mot? Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, je ne vais pas parler politique, je vais parler solidarité. L'UJFP, on travaille avec la société civile de Gaza depuis maintenant 8 ans. Et on sait que le but des sionistes depuis le départ, c'était que les Palestiniens deviennent les Indiens du Proche-Orient, enfermés dans leurs réserves, avec une société détruite. Aujourd'hui, la survie de la société à Gaza, c'est une priorité absolue. Alors je vous lance un appel. Depuis le mois de novembre, l'Union juive française pour la paix, on a réussi à envoyer 200 000 €, un peu plus. On a la filière. Les équipes avec lesquelles on travaille ont réussi, dans des circonstances extrêmement difficiles, à fournir des tentes à des centaines, à des milliers de personnes. Il y a plusieurs camps qu'on aide. Ils réussissent aujourd'hui à donner 3 repas par semaine au camp des paysans. On a rescolarisé les enfants, pratiquement plusieurs milliers. On apporte une aide psychologique qui est absolument indispensable en face du génocide pour que les gens ne craquent pas. Alors il y a une caisse de solidarité là-bas, donnez un peu. Pour l'instant, il nous reste un peu plus de 2 mois. On veut tenir le plus longtemps possible parce qu'on sait que Netanyahou, il veut aller jusqu'au bout. Et que le peuple palestinien puisse rester debout jusqu'au bout. On compte sur vous. Free Palestine! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! Vous pouvez venir faire dédicacer le livre par Ilan Papé. Il y a des bouquins. Il y a sur le stand BDS, il y a plein d'autres choses. Voilà, c'est ça. Et pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez discuter avec Zedek, on est encore là jusqu'à au moins 20h, 21h, voire plus si vous restez. Oui, c'était avec Zachary et Samuel, Merci. Vous disait que vous avez déjà un site. Non, vous êtes trouvé. Je fais partie oui, j'ai un contact, mais non, c'est pas moi qui m'occupe particulièrement du boycott académique. Et donc, ce qu'on peut faire,
Maintenant, on peut garder beaucoup de dates. Je sais que je vais revenir la première semaine d'octobre, donc si tu veux, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner l'adresse email et mon numéro de téléphone. Comme ça, tu peux me contacter. Mon adresse email, c'est Fiona, @,